Applaudir, bienvenue Laurent. Vous avez créé Nitidis en 2011 avec effectivement une expérience en tant que directeur de la communication, porte-parole des pompiers de Paris. Vous avez conseillé bien les pouvoirs publics sur différents sujets, notamment dans le domaine de la gestion opérationnelle et tout comme dans le domaine de la communication de crise lors d'événements et de crises majeures. Vous avez pu vous former en communication des entreprises et des institutions, et notamment vous avez fait une formation au centre de formation des journalistes. Alors vous avez, voyez-vous, une vision à 360 sur ce sujet, et donc la question c'est que sur ces dossiers sensibles, il y a une posture à adopter. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai presque envie de dire, je n'ai pas besoin d'intervenir parce que Nathalie a tout dit. Il faut anticiper, il faut se former, il faut jouer, donc il faut se contrôler. Et puis surtout, peut-être une notion qui est fondamentale aussi, que je vais peut-être approfondir, c'est faire du retour d'expérience. Et mon expérience justement sur la gestion des crises, c'est qu'on a tendance à classer verticalement le dossier crise, c'est-à-dire à le mettre dans la broyeuse et à oublier et à ne pas optimiser ces dispositifs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Mais il y a, en effet, sur le volet de la communication, quelque chose qui est fondamental, c'est que les crises ont évolué parce que l'accompagnement, et notamment l'accompagnement médiatique et les réseaux sociaux, ont bouleversé en l'espace d'une vingtaine d'années cette chambre d'écho. Là où on avait encore une semaine pour réagir dans un hebdomadaire, maintenant il vous reste 10 secondes. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre en place une activité ou une action de communication sensée, analysée, et qui doit porter ses fruits en matière de communication accompagnant un événement. Alors c'était bien dit aussi tout à l'heure, tout rappel produit n'est pas une crise. Mais potentiellement, il peut le devenir, et on le sait que cette viralité sur les réseaux sociaux, y compris sur ce que j'appelle les crises exogènes, c'est-à-dire que vous n'avez pas dans vos rétroviseurs, ce qu'on appelle les rétroviseurs de crise, il faut essayer de voir les angles morts de votre dispositif. Pour beaucoup, avec qui je suis amené à travailler, des grandes marques, des grands noms, des grands groupes, ils sont bordés quasiment, ils cochent toutes les cases. Sauf qu'au moment de la crise, il y a cette prise de décision dans ce qu'on appelle des zones d'incertitude. Vous ne savez pas quoi faire à 100%. Et pour autant, alors le juriste et l'avocat ou l'avocate a un code, mais le code de la communication de crise, il n'existe pas. Et que vous êtes victime en fait d'un système. Avec quelque chose qui est très important aussi dans ces angles morts, c'est que définir, comme ça a été dit par Nathalie tout à l'heure, les responsabilités. En matière de communication, on a, et je le vois beaucoup dans des boards qui sont en communication de crise, dans ces fameuses cellules de crise que vous avez peut-être déjà investies, la communication est, en règle générale, pas l'élément moteur. C'est la prod, c'est la qualité. C'est peut-être le marketing à un moment donné, et la com, on lui dit, écoute, tu fais au mieux. Toi, tu sais faire, c'est ton métier. Avec des équipes qui sont souvent réduites et qui n'ont pas non plus les pleins pouvoirs en matière de communication et qui sont souvent dans l'attente d'informations vérifiées, doublement, voire triplement vérifiées, et peut-être aussi sur la prise de décision du dirigeant à ce moment-là en matière de communication. Il va falloir donc, au sein des dispositifs, essayer d'avoir une transversalité le plus possible et de laisser la communication, certes, travailler, mais aussi l'alimenter, au bon sens du terme. Et quand je vois ces émergences de crise, notamment exogènes, j'ai eu le cas, je tairai le nom de l'entreprise, mais en Bretagne, qui a été bousculé par une ONG qui lui avait dit dans des mails au mois de juillet, au mois d'août, il y a quelques années, on a surpris peut-être des bateaux de pêche qui travaillent pour vous, qui travailleraient avec des Ouïghours en travail forcé sur des bateaux chinois. Au fin fond du Finistère, tu te dis, ouais, ils sont gentils, j'ai autre chose à faire. Et on met un petit peu de côté ces mails. Et puis, à la rentrée, c'est un mail du Monde qui demande aux dirigeants d'apporter des réponses sur le travail d'enquête qui a été fait par l'ONG américaine. Et là,
on tire le signal d'alarme, on appuie sur le bouton rouge, ça commence peut-être à être sérieux. C'est ça l'angle mort aussi. C'est être vigilant, être presque déjà en activité, en effervescence intellectuelle, de se dire ça peut muter en crise. Et faire une analyse. On fait des SWOT, ça vous parle, hein, force, faiblesse, menace et opportunité, d'une situation par rapport à sa possible médiatisation et aux retentissements internes qui ont été tout à l'heure traduits. Et le journaliste du Monde, quand on sniffe un peu, puisqu'on avait été retenu pour les accompagner, on se rend compte que c'est un prix Pulitzer en diplomatie journalistique, qu'il est spécialiste de l'Asie, spécialiste de la Chine et spécialiste des Ouïghours. Autant vous dire que le pire des profils qui pouvait être défini. Et ça n'a pas loupé. Il a fallu répondre. Mais répondre comme les grandes marques, les gros clients, ou comme l'entreprise qui doit se défendre, c'est-à-dire fixer tout simplement un objectif en matière de communication. Quels sont mes besoins? Je dois protéger ma marque. Comment? En matière de communication, je dois agir. Et vous voyez bien que vous sortez, là aussi, de la listeria connue, vous sortez de ce qu'on sait faire. Et c'est ça, la crise, il faut essayer d'aller au-delà de la crise. Et alors, comment on discrimine ce qui fait crise dans un monde vibrillonnant tel que vous l'avez évoqué? Alors, j'ai tendance à dire, on n'a pas de boule de cristal, mais il y a plusieurs ressorts. La crise, au même titre que le droit, doit être spécialisée. La communication associée à la crise doit être aussi spécialisée. Ça ne peut pas être une agence j'allais dire généraliste qui vous fait des logos, qui vous fait une charte graphique ou qui vous vend vos produits ou vous aide à les vendre, qui va pouvoir apporter une plus-value en matière d'analyse de crise. Donc il faut des cerveaux, j'allais dire, habitués à la crise et à la communication associée à la crise. La com de crise, en fait, c'est tout simplement l'accompagnement tant en com interne, et j'y reviendrai, qu'en com externe, de ce qui se passe concrètement au sein de votre entreprise. Et en même temps, il faut que vous puissiez préserver vos brevets, que vous puissiez préserver vos chiffres d'affaires, vos gains, etc. Donc il y a plein d'interdits. Et puis il y a le droit qui vous encadre. Et ce mix de communication, c'est arriver à essayer de mettre en place un apport qui va protéger vos éléments le plus possible. C'est tout simplement limiter l'impact de la crise sur votre structure. Et en même temps, vous faites partie d'un écosystème. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes, pour les professionnels, affiliés à des syndicats, à des fédérations, à des corpos. C'est aussi travailler à plusieurs en cellule de crise. C'est pas facile, puisqu'on a du mal à sortir de son écosystème. Et puis, je fais le relais, mais comment justement avoir des clés et des méthodologies en matière de communication? Alors c'est un peu comme pour le droit, je fais un copier-coller de ce que tu as dit, Nathalie, mais c'est d'avoir des process, de les mettre à jour, de savoir qui fait quoi, d'avoir aussi de l'antériorité sur les crises, les siennes, d'avoir des crisis folders, par exemple, au sein de l'entreprise, puisqu'il y a des dirigeants qui partent, il y a des cadres qui arrivent, la vie bouge au sein de l'entreprise, et vous le savez, il faut accompagner les changements aussi en interne. Former les décideurs aussi ou les dirigeants à la prise de parole en situation de crise, faire des média training, par exemple, et puis avoir au sein de ces crisis folders l'intelligence aussi des crises des autres. Et c'est chronophage. Et qui va aller travailler sur la crise d'un autre? Et pourtant, ça donne de très bons résultats d'avoir, c'est ce qu'on appelle en droit la jurisprudence, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait sens à ce moment-là dans la communication, le plan de communication média qui a été réalisé par cette entreprise-là. Vous savez qu'on donne les bons points, les journalistes donnent les bons et les mauvais points. Même l'État, à un moment donné, peut dire il y a eu une crise de communication sur tel ou tel sujet. Je parlais de Lubrizol, par exemple, qui n'est pas dans l'alimentaire, mais qui a eu des conséquences sur la qualité alimentaire, et notamment sur les animaux, sur cet incendie à Rouen. C'est de se dire comment j'accompagne ma communication. Et quand je vous parlais de l'interne, c'est hyper important. On parlait de burn-out, on parlait d'impact aussi sur les collaborateurs. Dans le même temps, on peut avoir aussi des collaborateurs qui se servent des médias comme relais, qui vont transmettre des documents, qui vont expliquer que c'est bien beau ce que dit l'entreprise, mais nous, voilà des photos de ce qui se passe réellement dans les abattoirs, ou des ONG, ou des associations de défense. Donc, on sait le danger
Parfois, on dit dans le monde de la pénitentiaire qu'on est passé de murs de pierre à des murs de verre au sein des prisons. Mais c'est un peu pareil au sein des entreprises. Il y a pas mal de diffusion qui peut être vers l'externe. Donc, il faut accompagner tout cela de manière à pas être les seuls et puis avoir des outils, préparer des communiqués de presse sur différentes thématiques. Ça fait partie des éléments que l'on peut avoir. Parce que je vous prie de croire qu'à 3 heures du matin, quand vous avez une crise qui émerge d'une manière assez forte, parce que relayé par les médias et ou les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il faut réagir et que les cellules de com, en règle générale dans vos entreprises, elles sont pas armées d'une manière pléthorique. Donc il faut avoir le maximum d'armes pour se défendre et accompagner sa communication. Parmi ces armes, ces outils à mettre en œuvre, quid de l'évolution des solutions digitales? Qu'est-ce qui a changé pour améliorer sa gestion de crise? Alors plein de choses. J'utilise l'IA, enfin au sein de l'agence on l'utilise. Ça évite de prendre des alternants, hein, tout simplement. Non, je plaisante. Mais ça aide, forcément, vous ouvrez des champs de réflexion qui d'un coup deviennent beaucoup plus larges et qui vous permettent d'appuyer vos décisions dans vos arbres de décisionnaires, par exemple. On peut très bien faire des process et les optimiser, les améliorer. J'ai vu dans l'un des pavillons justement sur la sûreté-sécurité qu'il y avait l'IA qui travaillait aussi sur la reconnaissance d'éléments étrangers, de corps étrangers, par exemple dans l'alimentaire. Ça permet d'associer aussi les crises des autres et d'en tirer référence. La veille est hyper importante aussi. Donc, au sein de l'agence, on travaille avec un outil, Meltwater. Il y en a d'autres, mais qui vous permettent d'avoir des analyses très ciblées sur le traitement de l'information sur votre sujet, sur la marque, sur les réseaux sociaux. On incorpore même les commentaires sur LinkedIn et les parutions. Donc, il faut à l'évidence, prendre le pouls, avoir en permanence la capacité de savoir ce qui se passe à l'extérieur de votre caisse de résonance, de manière à pouvoir prendre des décisions. Il n'y a pas de baguette magique, je vous l'ai dit, hein. Mais on le sait qu'une communication bien maîtrisée aura tendance à limiter l'impact de la situation. Bien sûr que au sein des chaînes de prod, on a envie que d'une chose, c'est qu'il n'y ait jamais rien qui sorte vers l'externe. Mais ce serait mentir que de dire que ce serait la vérité. Pour conclure, Laurent, est-ce que dans le domaine qui nous occupe cet après-midi, la sécurité des aliments, on n'est pas dans un cas de figure où au fond, il n'y a pas d'arbitrage à avoir puisque potentiellement c'est la santé des consommateurs qui est mise en danger. Et n'y a-t-il pas une posture tout à fait spécifique à adopter ? Alors, bien sûr que le champ émotionnel, il y a un rapport que l'on connaît en journalisme qui est, il est difficile à expliquer, mais parce qu'il est impactant, c'est le rapport de mort-kilomètre. Et on sait qu'une crise qui a des bilans humains lourds et qui vous touche précisément ou personnellement, vous allez consommer beaucoup plus l'information. C'est pour ça que les crises qui ont un bilan humain grave, avec des blessés graves, voire des décès, vous êtes sûr que ça va être pris en compte par le grand public et donc par les médias. Donc c'est intéressant aussi de savoir que dans sa gestion de crise, on doit être en capacité de pouvoir analyser que des journalistes vont se servir de l'événement pour alimenter l'ogre, comme on dit, mais l'ogre c'est vous, c'est moi, c'est le grand public. Et qu'on a dans nos cerveaux reptiliens la peur du danger, la peur de la maladie, la peur de la mort, donc on consomme cette information-là. Et des dirigeants qui me disent « vous inquiétez pas, ça sortira pas », moi j'ai la franchise et l'honnêteté de leur dire « ça va sortir, ça va être traité ». Il y a encore un aveuglement qu'on peut rencontrer dans certaines cellules de crise. Ça commence à bouger, il y a des choses qui bougent, mais quand même, et je ferai peut-être la conclusion dessus, c'est que parce qu'on accompagne beaucoup de COMEX, de CODIR et de cellules de crise, en crise et en amont pour les préparer, voire en post-crise pour les aider aussi au retour d'expérience, c'est que c'est le facteur humain. C'est le facteur humain, notamment en matière de communication et de décision, la prestance, la posture du dirigeant qui va là aussi donner le là dans la gestion de crise. Mais là, on n'a pas de certitude, donc on navigue à vue, et c'est
l'importance justement des agences ou des cabinets comme Nitidis ou d'autres, mais de vrais spécialistes, pas des généralistes qui viennent, comme en droit, vous apporter une plus-value dans la gestion de ces crises. Et je pars du principe que je suis, en ayant été pompier de Paris pendant 25 ans, optimiste, et je pense qu'on fait tous le bien et qu'on essaye de faire au mieux au sein des entreprises et de tout ce qui concourt autour de l'alimentation et de l'agroalimentaire, mais qu'on a des points de progrès chacun à faire dans sa partie. Merci Laurent, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation. On a le temps pour un échange, un micro circule dans la salle, n'hésitez pas à vous signaler pour demander une précision, poser une question eh bien, à l'un de nos intervenants. Y a-t-il des interrogations ? Alors s'il n'y en a pas, moi j'en avais une lorsqu'on a dressé le panorama eh bien, des rappels produits et puis aussi des crises. Stéphanie Perrault, le sujet des Escherichia coli Shiga toxiques est apparu. C'est un pathogène qui effectivement est véritablement dangereux parce qu'il met en cause l'intégrité, la santé des enfants. En termes d'image, j'imagine, Laurent, qu'on est dans la situation la plus compliquée. Nathalie, ce sujet des Escherichia coli Shiga toxiques, c'est aussi une préoccupation, j'imagine, au niveau pénal de votre côté. Je suis ravie que vous me posiez cette question. Eh bien, saisissez alors cette question. Alors oui, c'est un sujet, puisque oui, il y a des conséquences qui sont dramatiques quand on a de l'Escherichia coli, notamment steak, hautement pathogène, puisqu'il y a des victimes assez fréquemment. Donc là, on actionne tous les niveaux de responsabilité. Mais aussi, alors je profite de l'occasion que vous me servez quand même sur un plateau pour dire, et en lien aussi avec les rappels, finalement, il arrive en 3e position, Escherichia coli, sur les rappels. Moi, ça me paraît pas normal. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je perçois, au travers de toutes les affaires dans lesquelles je peux intervenir, je perçois qu'il y a une sous-déclaration, en fait, au niveau de l'Escherichia coli, et notamment au niveau du syndrome hémolytique ajurémique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un syndrome qui va toucher préférentiellement une personne dans une famille. L'enfant, le plus petit, du fait de la dose infectante nécessaire qui sera plus faible. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir une famille qui est touchée par un cas, puis une autre famille qui est touchée par un autre cas, et avant qu'on mette en lien ces cas, le problème c'est et qu'on considère que c'est une TIAC, et qu'il y ait du coup une remontée d'informations, il va se passer beaucoup de temps. En moyenne, ça va être, sur moi ce que j'ai pu voir au niveau statistique, 6-7 semaines avant qu'on identifie le produit, et qu'on aille justement initier un rappel. Et c'est là qu'on a un communiqué de presse avec, voilà, on a identifié le produit, etc. Le problème, c'est qu'en fait, on a, au niveau de ce syndrome, une vraie nécessité de le reconnaître en tant que maladie à déclaration obligatoire dès le premier cas. Comme la listériose, c'est le cas pour la listériose. On a cette liste qui est dans le Code de la santé publique qui impose qu'on ait une déclaration obligatoire pour les TIAC, pour la listériose dès le premier cas. Alors que c'est 2 cas pour les autres pathogènes. C'est 2 cas pour les autres, et c'est ce qui fait qu'en fait le syndrome hémolytique ajurémique, c'est-à-dire l'affection consécutive à Escherichia coli quand c'est très grave, en fait on n'a pas toutes les remontées d'informations. Et moi j'ai beaucoup de victimes que je côtoie de ce syndrome qui n'ont jamais su quel était l'aliment qui avait causé leurs symptômes. Et ça, c'est dramatique. Ouais, effectivement. Donc, il y a vraiment, en fait, au niveau de l'Escherichia coli... Dans le processus, en tout cas, voilà, de remonter des informations sanitaires, il y a une évolution qui serait bienvenue. Une réaction, Laurent ? Oui, c'est de se dire que la réglementation bouge, elle évolue, européenne, française. Alors c'est peut-être la question que j'allais te poser, de se dire, on représente, si j'ai bien compris, presque un tiers des déclarations, voire plus, des rappels de l'Europe ? Ou les fraudes ? C'est les fraudes qui représentent un tiers des notifications mensuelles sur la plateforme RAS. Mais c'est parce nous sommes des bons élèves ou alors les autres ne le sont pas ? C'est indépendant du pays notifiant. D'accord. Et c'est là que c'est un petit peu troublant comme exercice. Les rappels sur Rappel Conso ne sont pas forcément tous repris au niveau du RAS. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a, merci pour cette précision, on a beaucoup encore d'efforts à faire et que le grand public, il se moque de savoir à la limite quelle bactérie c'est. Pour lui, c'est le danger. Ça représente quoi ? Et on rejoint un petit peu le marketing, c'est-à-dire que vous devez répondre à la douleur du client.
Et c'est un petit peu la même chose en matière de communication. On se rend compte que si le bilan humain est lourd, on va aller gratter un petit peu la raison, mais c'est surtout l'entreprise qui est ciblée, le bilan, et que l'on met en perspective ces deux données et qui vont donner cet impact justement médiatique. Merci Laurent, Nathalie et Stéphanie. On peut les applaudir pour leur intervention.